Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Delta Airlines? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, nous avons ici une compagnie aérienne. J'essaie de regarder ici à peu près le revenu. On suit toujours le plan qui est de savoir quel est le revenu, la croissance moyenne, ici le free cash flow, le nombre d'actions, le PE moyen, la dette nette et la qualité du dividende si dividende il y a. Ok, vous savez qu'on a déjà à peu près fait la plupart des compagnies aériennes en Europe ici. Donc, on a fait Lufthansa, on a fait Ryanair Airlines, on a fait Jet2 et je pense également qu'on a fait EasyJet, ok, donc Air France on l'a fait depuis très très longtemps. Donc en termes de revenus, c'est un business assez difficile, ne l'oubliez pas du tout. Donc soignez le prix d'acquisition, c'est très important, c'est même déterminant pour la suite et toujours remettre les choses dans leur contexte. Donc ici, quand on dit remettre les choses dans leur contexte, ça c'est la pandémie, donc on sait que c'était quelque chose de temporaire. Donc normalement on avait une compagnie qui était en croissance jusqu'en 2019, d'accord, jusqu'en décembre 2019. Maintenant, des analystes s'attendent à voir à peu près combien sur les 12 prochains mois. Donc je vérifie ça ici. Next 12 months, on arrive à combien? Nous sommes aux alentours de 53,01. Assez prétentieux dans un environnement normal. Ok, 53,01, voilà. Je vous dirais, voilà, je vais le prendre, d'accord, mais toujours à prendre avec des pincettes. 53,01. Toujours aller recouper l'information par rapport à ce que le management pense. 53, parce que je sais que le secteur ici s'est bien comporté. Tout le monde attendait que voilà, ça se passe mal, mais ça s'est plutôt très très bien passé. Il y a de très très bons retours dans ce secteur-là. Donc on a 53 points, on va mettre ici 53 milliards. Parce que ici, ce qui est important, c'est que les analyses sont de plus en plus optimistes. Vous voyez, quand on voit des escaliers pareils, c'est qu'on est de plus en plus optimiste. Mais si on avait quelque chose comme ça, on allait être de plus en plus pessimiste, d'accord? C'est à ça que ça me sert généralement l'estimation des analystes. Ok, c'est voir si on est optimiste ou pessimiste parce que eux ils lisent les rapports financiers, ils suivent à peu près les conférences calls, c'est eux qui posent les questions, etc. Donc comment on appelle ça? Ils ont plus d'informations que nous quand on commence à analyser une compagnie. Ok, si c'est la première fois que j'arrive sur une compagnie, ce qui m'intéresse c'est pas la cible des analystes, non, c'est plutôt les revenus, les marges, etc. D'accord, par rapport à l'estimation des analystes et la cible à peu près moi je vais le calculer de moi-même. Ok, parce que je calcule à ma façon. D'accord, et je suis très à l'aise avec ça. Donc maintenant, on a pris le revenu ici. Maintenant, on va checker ici le bénéfice net et le free cash flow. Toujours en train de vérifier. Le bénéfice net et le free cash flow doivent parler le même langage. Et tout en sachant que c'est une industrie qui consomme énormément en termes de capital. Donc le net income aura tendance à représenter la véritable rentabilité de la compagnie ici. Mais attention, si l'entreprise n'a pas de free cash flow, vérifiez pourquoi est-ce qu'elle n'a pas de free cash flow. Est-ce que c'est parce qu'elle dépense énormément pour la croissance? Est-ce qu'elle achète du matériel roulant, des choses comme ça, elle ouvre de nouvelles routes? Donc c'est important, ok? Parce que ça peut être de la croissance, de la dépense pour la croissance, d'accord? Donc il faut faire la différence entre la croissance et la maintenance. Donc pour avoir l'information concernant la dépense en capital par rapport pour la croissance, pour la maintenance, il faut lire les rapports financiers, pas de choix. Donc vous ne pouvez pas le voir ici, ça c'est sûr et certain. Maintenant, en termes vous voyez qu'on parle à peu près le même langage, d'accord? Free cash flow a tendance à aller à peu près dans le même sens ici, même s'ils sont moins élevés que les net income, on ne s'attend pas à moins que ça, surtout quand on est une entreprise qui a ce genre de pente-ci. Vous pensez qu'il n'y a pas de croissance, mais il y a une certaine croissance quand même ici, quand on regarde, d'accord? Quand on un tout petit peu, on a à peu près, voilà, 37 milliards, 45, 45, 49 milliards par là. Ok, donc on continue avec les net income en termes de marge ici. Margin, net income margin, donc on check la marge ici. Donc, la marge de net income ici est de combien? Toujours prendre en considération, remettre la situation dans le moment, dans la période actuelle. Prendre toujours en considération la variation du prix de la commodité. Parce que je vous ai dit, 2013-2014, ce sont des périodes assez bonnes pour les compagnies aériennes. Parce que les prix, pas 2013-2014, 2014 à peu près à 2019 sont des périodes assez bonnes pour les compagnies aériennes. Ok? Donc, est-ce que les marges qu'elles ont à cette période-là sont durables? C'est la question qu'il faut qu'on se pose réellement. Parce que quand moi je check cette compagnie-ci et qu'on me présente des marges à peu près, enfin 2,5%, ça prend en considération tous ces zigzags-ci, parce que si je prends la moyenne, on aura moins que ça. Quand je prends les 20 dernières années, bon, c'est 20 dernières années, ça c'est suffisant, 10 dernières années, on me donne ici à peu près 7,47%. Est-ce que judicieusement, je peux me dire que cette entreprise peut ramener du 7,47% à long terme, année après année, tout en sachant que cette période-ci a été, la période de 2013 à peu près 2019, c'était une période assez bonne pour le secteur aérien. Est-ce que je peux le dire judicieusement? Est-ce que je peux me dire qu'on va avoir à peu près le même niveau de marge? Là, c'est difficile. D'accord? On peut prendre en considération l'estimation des analyses par rapport à l'année prochaine, ce genre de choses-là, par rapport au net income, par exemple. Donc, ici, pour se protéger, on peut le faire comme ça. Donc, net income, ok. Net income. Prends les net income attendus ici. On regarde ça, consensus average. Si je prends l'année prochaine, qu'est-ce qu'ils me disent? Les net income pour l'année prochaine sont à peu près, ils s'attendent à peu près à avoir de 1 milliard 950 millions. En moyenne, 1 milliard 950
950 millions. Quand on prend 1,950 milliard par rapport à ce qu'on avait ici, le 53 milliards, donc on fait 1,950 millions divisé par 53, ça donne ici à peu près aux alentours de 3,67%. Est-ce qu'on arrive à retrouver ce 3 points quelque chose ici? Non, pas du tout. Je pense que c'est difficile. C'est à peu près, si on regarde sur les 20 dernières années, oui, on peut retrouver à peu près du 3%, mais en date d'aujourd'hui, c'est compliqué. D'accord? Donc, est-ce qu'il faut suivre ce que les analystes disent? Je pense que les marges des analystes sont assez... Voilà, je pense que ça peut représenter la réalité ici. Donc, je pense que c'est assez 3% par rapport à ce qu'on a eu précédemment, tout en sachant que le prix du pétrole est à un niveau plus élevé que ce qu'on avait en 2019 ici. On peut se dire judicieusement que oui, c'est possible. D'accord? C'est tout à fait possible. OK? Donc, je prends ceci, les net income du management, les estimations ici des analyses pour les net income, free cash flow, mais toujours prendre en considération que ça reste ici une prévision. Et attention, qu'est-ce que vous observez ici? On a tendance ici à baisser. Donc, je peux le prendre ici de ce côté-là. On va le mettre ici. Voilà. On le dézoome un tout petit peu. OK. On voit à quoi ça ressemble. Donc, ce que ça me dit ici, c'est que voilà, ils sont de plus en plus, voilà, on n'est pas pessimiste, mais voilà, on est à peu près correct, on est à peu près serein, on va se dire comme ça. D'accord, ça monte un tout petit peu, etc. Ça va. C'est mieux que le creux qu'on avait ici, d'accord? Donc, on est à peu près à 1,950 milliard. En termes de prévision, je prends ça ici et je vais essayer de voir le management s'attend à voir à peu près combien. Toujours vérifier l'information, quelles sont les marges attendues, par rapport à quoi on aura ces marges-là. Je sais que le secteur américain est en pleine consolidation, d'accord? Plus on consolide un secteur, plus on aura tendance à avoir des marges assez stables, d'accord? Donc, en termes de nombre d'actions ici, qu'est-ce qu'on observe? Comme d'habitude, je suis sûr, il y a de grandes chances qu'on observe une entreprise qui a augmenté son nombre d'actions pendant la pandémie. Donc, quand on regarde ici à peu près, oh, extraordinaire, pas du tout. Elle n'a pas augmenté son nombre d'actions. C'est déjà un point, c'est un bon point. On a 641 millions d'actions. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas augmenté son nombre d'actions pendant la pandémie? Donc, elle n'a pas eu besoin de s'auto-financer, ok? Enfin, de se financer en faisant appel aux actionnaires. Mais alors, si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on a fait entre-temps? Est-ce qu'on a pris de la dette? Oui, littéralement, mais attendez, il faut que je prenne en considération le contexte également. Donc 2020, oui, on était à peu près à ce niveau-là, la pandémie c'était là, donc on va se dire ici décembre, donc on a à peu près pris, ouais, 3, 6 milliards par là. Ok, 23 milliards 570, donc vous voyez déjà qu'on est à ces niveaux, on est assez élevé, 23 milliards 570. Pour les PER, je ne me casse pas la tête, je ne change plus. Parce que je sais qu'en moyenne, c'est 15 fois les bénéfices maximum, moins la dette, ou bien 10 fois les bénéfices sans prendre en considération la dette. Donc, si je prends ceci, 1 milliard 950, d'accord, multiplié par 15 fois les bénéfices, déjà avant de continuer, je tiens à vous demander de vous abonner massivement. Ça fait toujours plaisir, d'accord? Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. On ne le demande jamais, mais c'est assez important. J'oublie très souvent de le faire, mais maintenant, on va essayer de le faire de plus en plus souvent. Ok? Donc, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir, ça fait grandir la chaîne, ça permet de l'exposer à plus de personnes. Ok? Donc, on a 1,50 milliard ici multiplié par 15 fois les bénéfices, sauf si vous aimez uniquement ce qu'on fait. Si vous n'aimez pas, ne likez pas, ne vous abonnez pas, passez à autre chose. Ok? C'est tout à fait correct. Donc, on a à peu près 29 milliards ici. 29 milliards moins la dette nette. Si je prends le 29 milliards moins la dette nette qu'on a aux alentours ici de 23 milliards 500, vous allez voir qu'il va nous rester à peu près 6 milliards par là. 6 milliards, si je divise par la capitalisation boursière, par le nombre d'actions, on sera à peu près à 6 dollars par action. Judicieusement, je peux vous dire non. On ne peut pas être à 6 dollars par action à ce niveau-là, 15 fois les bénéfices. Je pense quand même que à 15, ça veut dire que l'entreprise a une énorme dette. D'accord? La dette aura tendance à diminuer si on rembourse la dette, par exemple, avec 1,950 milliard ici. Si on arrive à générer des free cash flow à ces niveaux-là, 5 ans, on rembourse à peu près la moitié de cette dette-là. Si on rembourse la moitié de la dette nette ici, la dette ici, la valorisation ici peut changer de l'ordre de 15 dollars en supplément. OK? Donc, au lieu d'être à 6 dollars, on va être à peu près à 21, quelque chose comme ça. OK? Donc, ce que je vais faire plutôt, je prends le 19 milliards 500, 950 plutôt, 950, fois 10 fois les bénéfices, donc ça ne prend pas en considération la dette nette, d'accord, divisé par le nombre d'actions, 641, ok, ça nous donne ici 30 dollars l'action. Donc, nous sommes cotés, l'entreprise aujourd'hui cote à combien? 36 dollars l'action. Donc, en date d'aujourd'hui, c'est une entreprise qui est correctement évaluée, d'accord? Si on prend en considération la dette, on aurait une valorisation bien moins élevée que ça. D'accord? Parfois également, vous pouvez prendre ceci si nous avons une entreprise qui n'a pas de dette.
Admettons qu'elle n'a pas de dette ici, qu'elle a préparé, elle s'échange à 15 fois les bénéfices, vous divisez par la capitalisation boursière, par le nombre d'actions ici, vous obtenez combien? 45 $ l'action. Donc maximum c'est 45 $ sans prendre en considération s'il n'y a pas de dette dans cette compagnie, mais malheureusement il y en a, d'accord? Maximum c'est 45 $ qu'elle pourrait valoir ici à 15 fois les bénéfices. Minimum, on sera aux alentours des 30 $ l'action. D'accord? Donc, je dirais en date d'aujourd'hui que cette compagnie-ci ne représente plus une opportunité d'investissement maintenant. Parce qu'il faut se protéger. Si je le prends à 10 fois les bénéfices, vous allez dire que oui, mais c'est correctement évalué, elle peut rembourser la dette, etc. Maintenant, c'est à vous de voir. Moi, ce que je regarde ici présentement, c'est que je vois une entreprise qui, premièrement, les bénéfices ne sont pas aussi stables. Deuxièmement, le business model, la stratégie en elle-même ne me parle pas du tout. D'accord? Donc, je ne sais pas. Je me rappelle que Warren Buffett avait investi dans la plupart des compagnies aériennes. Je me serais attendu à ce qu'il achète le Southwest Airlines, du Spirit Airlines, plutôt que du Delta, du American Airlines, etc. Non, ce genre d'entreprise-là, je dis ceci. Si vous l'achetez au prix actuel, d'accord, et qu'elle rembourse sa dette, vous pouvez avoir, à la fin de la journée, vous pouvez espérer avoir un 45 $ par là. On va le dire comme ça, si les marges restent stables, etc., disons qu'il n'y a pas de croissance. Mais je pense qu'aujourd'hui, on pourrait demander une assez bonne marge de sécurité, surtout si on s'en va vers une période inflationniste élevée, d'accord? Les voyages vont tendre à ralentir à la fin de la journée. Faites attention par rapport à ça, ok? Même si le secteur aérien, voilà, se porte assez, enfin, commence à bien se porter ici, il faut faire attention. J'aimerais avoir un meilleur prix que ce qui est proposé ici. Mais ça, c'est mon avis. Ok? C'est vraiment mon avis. Je ne suis pas en train de dire ici que si vous payez cette compagnie ici en date d'aujourd'hui, vous jetez votre argent par les fenêtres. Non. Mais vous savez ce que ça inclut en date d'aujourd'hui. En termes de dividende, on ne va même pas en parler parce qu'il n'y en a pas. D'accord? Je peux vérifier ici. Est-ce qu'elle verse un dividende ou pas? En fait, ce genre d'entreprise devrait même verser un dividende. Surtout, elle devrait même être disciplinée par rapport à ce dividende-là. Parce qu'en fait, investir dans ce business-ci, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, surtout avec ce genre de business model-ci. OK? Donc, moi, je dirais ceci, Delta Airlines, pour moi, est à la limite correctement évalué ici aujourd'hui. D'accord? Ne représente pas une opportunité d'investissement. Et je pense que les investisseurs méritent mieux en termes d'alternatives. Si vous voulez une alternative, vous savez, dans le secteur aérien, je vous ai déjà donné le nom des entreprises en question. Vous pouvez aller revoir les vidéos en question. Et je vous ai déjà parlé du business model que moi je préfère ici. OK? Donc ceci ne sera que mon avis et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.